Bonjour, nous allons feuilleter ensemble un livre qui vient de sortir, qui s'intitule « États-Unis, Chine, Europe, quelle remondialisation ?» Un livre avec une préface de Jean-Pierre Raffarin et dont je suis l'auteur. C'est un livre qui essaie de montrer à quel point le monde a changé entre le début de l'année, avant le Covid, et aujourd'hui, avec le Covid. Et on voit bien le contraste entre l'avant-Covid et l'avec-Covid. Nous ne parlerons jamais d'après-Covid parce que nous n'y sommes pas encore et pas du tout même. Et donc c'est un monde nouveau qui s'ouvre et un monde d'interrogation. Un monde bien différent de celui qui était décrit il y a un an dans un livre que j'avais fait aussi pour la FPI et qui était une description des alliances que nous pourrions avoir entre Chine et France, chacun essayant de maximiser ses atouts et pour la France de valoriser au maximum ses richesses matérielles et immatérielles. Et ce livre, peut-être, renvoie à celui que j'avais écrit il y a plusieurs années, qui s'appelait « La guerre des mondialisations », à l'époque où on voyait États-Unis contre Chine, et où déjà je me disais que la France et l'Europe pouvaient jouer un rôle. Nous voyons donc aujourd'hui que le monde s'ouvre et que le monde est plus inquiétant que jamais, plus menaçant que jamais, mais avec plus d'espérance, peut-être, que jamais. Avant le Covid-19, nous sommes en janvier 2020, il y a donc très longtemps de cela. Aux États-Unis, la question de l'époque, c'est le piège de Thucydide. Les États-Unis regardent venir la Chine, monter son PIB, et peut-être un jour, ce PIB chinois va-t-il dépasser le leur. Alors, que vont-ils faire? Vont-ils suivre l'inquiétude décrite par Thucydide, celle de Sparte, qui regarde venir Athènes, qui pourrait la remplacer, et pour éviter cela, décide de l'attaquer. À ce moment-là, Athènes réagit, et après des guerres, va gagner. Sparte aura perdu, Athènes aura gagné, mais la Grèce, globalement, aura perdu. Regardons, en janvier toujours, la Chine. Et utilisons une référence grecque, elle aussi, celle de l'anneau de Polycrate. Qui est Polycrate? Un petit roi grec qui accumule les succès. À tel point d'ailleurs qu'il s'inquiète et se dit peut-être que les dieux vont lui en vouloir d'être à ce point-là chanceux. Et donc il va jeter à la mer son anneau, son bijou le plus précieux, en disant comme cela, les dieux seront apaisés. Quelque temps après, un pêcheur lui amène un très beau poisson, si beau qu'il est fait pour sa table. On ouvre le poisson et à l'intérieur, dans ses entrailles, on trouve l'anneau de Polycrate. Les dieux n'ont pas accepté l'offrande, les dieux ont trouvé que Polycrate avait trop de chance. D'où la question, est-ce que la Chine, depuis des années, a trop de chance? Est-ce que, d'une certaine manière, elle va aujourd'hui, non pas payer, mais avoir plus de difficultés? Troisième partenaire mondial de janvier 2020, l'Europe. Avec une question, qu'est-ce que c'est que l'Europe? Paul Valéry nous dit, eh bien, c'est un petit cap d'un continent asiatique, ou bien c'est le cerveau d'un vaste corps. Si c'est un petit cap, c'est une entité géographique, au fond, limitée. Si c'est un cerveau d'un vaste corps, c'est au contraire la puissance fantastique de capacité d'idées qui a changé le monde pendant longtemps. Est-ce que l'Europe va continuer à être un cerveau ou va redevenir un petit cap? C'était ça les questions d'avant, c'est-à-dire les questions
de janvier. Arrive le Covid qui, évidemment, change tout. Et nous sommes avec le Covid et nous serons avec le Covid. Dans plusieurs années, on dira après, et pour le moment, c'est avec. Et avec le Covid, la date de rapprochement des PIB américains et chinois change. Ce n'est plus 2040, mais ce sera 2030. Puis, quand on se rend compte que la Chine remonte beaucoup plus vite que les États-Unis, on recalcule que ça peut être 2027. Autrement dit, le piège de Thucydide est beaucoup plus proche que prévu. En même temps, avec le Covid-19 arrivent de nouveaux risques. Risques de santé, risques de réchauffement climatique, risques de tensions religieuses, risques économiques et financiers, avec des ralentissements, des crises, des faillites et des montées des inégalités partout. Donc c'est un monde nouveau qui apparaît. Dans ce monde nouveau, comment penser le multilatéralisme? Comment le vivre dans ce monde qui vient de subir un tel choc? Mais d'abord, il faut se dire, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des gens qui se groupent ou est-ce que nous sommes des groupes de gens? La réponse, c'est que nous sommes des groupes de gens. Nous sommes des nations, nous sommes des pays, nous sommes des entités qui doivent discuter entre elles. Et ce monde des entités qui doivent discuter entre elles a changé. Ça n'est plus la bipolarisation États-Unis-URSS, mais la Chine qui arrive avec les États-Unis, Chine complexe, à la fois capitaliste et socialiste. Ça n'est plus non plus l'industrie, comme il y a 50 ans, mais des services qui représentent aujourd'hui la moitié ou 2/3 de la valeur ajoutée des pays. Et ensuite, dans ce monde plus compliqué, nous avons le G7 et le G20 qui sont évidemment de plus en plus nécessaires, mais en même temps de plus en plus compliqués à monter et à faire décider. Et donc, avec le Covid, comment va évoluer ce monde? En regardant chacun de ces parties prenantes. Quel nouveau monde côté États-Unis? Va-t-il se replier sur l'Amérique latine comme avant? Non. Va-t-il renforcer des liens avec l'Arabie saoudite et le pétrole? Oui, mais ça n'est plus suffisant. Ce qu'il fait à l'heure actuelle, c'est qu'il utilise ses propres forces, creuse son déficit budgétaire, creuse son déficit extérieur et le finance avec le dollar. Jusqu'où le dollar est-il menacé? Deuxième partie prenante, la Chine. Quel nouveau monde côté Chine? Il y a, avec le Covid, un développement des inégalités, des tensions avec le Tibet, Hong Kong, les Ouïghours, Taïwan. Il y a aussi, avec le Covid, un changement profond des chaînes de production avec l'idée que, aux États-Unis, on pourrait produire plus proche, au Mexique par exemple, ou chez eux. Même chose en Europe, on pourrait produire plus proche, ou bien en Europe de l'Est, au Maroc, en Tunisie. Est-ce que ces chaînes de production vont être revues, ces chaînes qui avaient fait le succès de la Chine? Que deviennent alors les routes de la soie, avec des pays qui auront des difficultés et qui sont endettés auprès de la Chine? Que va faire la Chine qui devra faire des rallongements de crédit, sinon des oublis de crédit? Ensuite, nous voyons arriver le crypto-yuan, c'est-à-dire une monnaie qui voudrait éviter le dollar, passer à côté du dollar. Qu'est-ce que vont faire les États-Unis? On voit bien que du côté de la Chine, des interrogations nouvelles apparaissent aussi. Et du côté de la zone euro, que se passe-t-il? Quel nouveau monde côté zone euro? La zone euro, c'est une construction très politique. La Banque centrale européenne fait tout ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas tout faire. Il y a en zone euro des frugaux et des non-frugaux. Et la coopération entre les deux est limitée et peut-être un effet de cocotte-minute est en train de monter, sauf si nous allons vers une union de transfert, ce qui n'est pas fait. On nous dit que le multilatéralisme est l'ADN de l'Union européenne. Ce multilatéralisme sera bien nécessaire
si l'Europe veut devenir une puissance. Et donc, il faudra bien que ce soit une union de transfert. Autrement dit, le Covid-19 accroît les tensions, accroît les difficultés, mais montre également la solution. Il faut se renforcer et coopérer entre pays membres pour éviter évidemment l'éclatement et pour essayer de peser dans ce monde et être une puissance. C'est là que nous avons des interrogations sur la soupe de pierre. Soupe de pierre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, c'est une histoire du Moyen-Âge. Elle raconte ce qui est arrivé à des pauvres voyageurs qui arrivent au milieu d'un village et qui ont besoin de manger parce qu'ils n'ont rien. Ils vont frapper aux différentes portes et personne ne leur donne rien. Les paysans sont pauvres, mais aussi, surtout, ils sont inquiets. Personne ne leur donne rien. Alors les voyageurs se rendent au centre du village, prennent un chaudron, mettent le feu dessous, mettent de l'eau dans le chaudron et ajoutent au fond du chaudron des pierres. Et ils commencent à faire chauffer le tout. Les paysans arrivent et disent « Mais que faites-vous » Ils répondent « Nous faisons une soupe de pierre ». Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une recette, mais elle serait bien meilleure si chacun apportait un peu de viande, un os, un oignon, une carotte, pour que ça soit meilleur, que ça ait plus de goût. Et vous verrez, vous en aurez tous de cette soupe. Et donc chaque paysan va chercher un oignon, une carotte, un os, un morceau de viande. Et peu à peu, la soupe commence à ressembler à quelque chose et chacun en bénéficie. Nous vivons la même histoire. Nous vivons l'histoire où chacun est chez soi, chacun est inquiet, personne ne veut coopérer avec les autres, chacun a, c'est vrai, des morceaux de viande, des morceaux pour manger, mais jamais assez, et surtout jamais pour ressortir de la crise dans laquelle nous sommes, qui est une crise évidemment durable et complexe et menaçante. Donc, rééquilibrons les rapports de force, travaillons tous ensemble avec l'Europe pour essayer de travailler avec les États-Unis et avec la Chine pour faire en sorte que tout aille mieux, ou sinon moins mal. Eh bien, nous avons feuilleté ce livre, nous avons essayé de voir ce qui aurait pu se passer et ce qui pourrait se passer. Ce qui pourrait se passer est évidemment plus compliqué, parce qu'il y a les problèmes de santé, parce qu'il y a les problèmes de risque, parce qu'il y a les problèmes militaires, parce que nous avons plus de problèmes encore, parce que nous avons plus d'inquiétudes et d'interrogations sur le devenir. Nous avions des interrogations avant, nous avons des inquiétudes et des tensions aujourd'hui encore plus qu'avant. Et donc on peut se dire que chacun peut continuer et que les États-Unis peuvent continuer à être isolationnistes, que la Chine peut continuer à faire ses liens, mais avec plus de difficultés, plus de tensions et sans doute plus d'opposition. Quant à l'Europe, on voit bien aussi qu'elle rencontre elle-même des difficultés, mais qu'elle vient de signer des accords pour avancer enfin. On voit bien peut-être qu'avec ce Covid, elle s'est dit « ou je meurs, ou j'avance ». Et dans cette situation où, d'une certaine manière, l'Europe a fait un choix considérable pour avancer, pour s'unir encore plus qu'avant, peut-être qu'elle peut continuer et jouer un rôle plus important d'unification entre ces deux puissances autres, États-Unis et Chine, qui pourraient autrement s'affronter encore plus durement. Et donc, au fond, la remondialisation serait une remondialisation à trois, avec trois, et pas l'un contre l'autre avec l'Europe qui regarde, mais nous serions donc dans un monde qui vraiment vivrait ensemble, parce que, évidemment, le Covid n'a demandé à personne avant de l'infecter.